Alors aujourd'hui, on est réunis pour la séance d'hypnose de Véronique. Alors déjà, Véronique, depuis les entretiens qu'on a eus, est-ce qu'il y a des choses que tu as à signaler? Est-ce qu'il s'est passé des choses, notamment ou Alors, bah, cette dernière semaine, alors j'ai eu plus de problèmes de sommeil que d'habitude. Bon, déjà, mon d'accord, sommeil est pas bon en général, hein. Mais là, je suis particulièrement fatiguée ces derniers temps. Je dors vraiment très mal et j'ai beaucoup de mal aussi à m'endormir le soir. d'accord, Hem, je j'ai souvent, tendance à manger, enfin oui, enfin, ma drogue à moi, c'est la nourriture. d'accord. J'ai eu la sensation que je m'intoxiquais encore plus, enfin que ce que je mangeais me posait plus de problèmes que d'habitude. Voilà. Une sciatique également qui s'est développée dans la D'accord. cuisse. Laquelle? La droite, j'ai un D'accord. problème avec la jambe droite depuis déjà une dizaine d'années. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais perdu l'envie de danser depuis 2 ans, en fait, depuis Oui. l'histoire du corona. Et ces derniers temps, j'ai eu de nouveau envie. Alors, j'ai dû danser 2 fois cette semaine. Et puis, dans la rue, en fait, il m'arrivait de faire des pas. Enfin, il y a des choses Ouais, comme ça, de retrouver un certain rythme. Et suite à ça, je me suis retrouvée avec une sciatique. Voilà. C'est d'accord. Comme bon. si, voilà, Ouais, ça t'empêchait d'aller dans la ouais, direction que tu aimerais prendre, hein. c'est ça. Ouais. Très Donc, bien. ça, c'était ces derniers jours. OK. Donc tu as dit pendant la nuit, donc le sommeil, encore plus, voilà, pire que Ouais. d'habitude. Est-ce qu'il y a des mémoires de ce qui se passe la nuit ou c'est simplement quand tu te réveilles le matin, c'est voilà, c'est lourd, c'est dur? J'en ai jamais. Moi, je me souviens de mes rêves à peu près 2 fois par an. Ouais. 2 salves de rêves par an. Et ce sont toujours dans ces cas-là des cauchemars. Des choses où je me sens perdue, dans le noir, traquée, Mmh. pourchassée, ce genre de choses, c'est jamais très agréable. Et je ne m'en souviens que voilà, très très rarement. D'accord. Donc si c'est déjà pas mal donc OK. Et ben, merci en tout cas. Alors ce qu'on va faire pour commencer, ben, on va écouter tes points, donc comme ça pour donner un cadre et une structure à cette séance. Donc on t'écoute Véronique attentivement. Okay. Alors je vais commencer avec les désordres physiologiques, on va dire. Pendant 20 ans, j'ai eu des problèmes ORL permanents. Mais une semaine malade, 2 semaines OK, une semaine malade, 2 semaines OK. Tout le temps, été comme hiver, hein. D'à peu près 15 ans à 35 ans, ça a été ça en permanence. Quel genre de problème ORL? Comment ça se Bronchite, manifestait? bronchite, sinusite, rhinopharyngite, rhinite, toute la sphère ORL, quasi, enfin 10 fois par an, j'étais malade. Mmh, Ça d'accord. s'est calmé un peu après que j'ai vu un homéopathe qui a travaillé pendant à peu près un an sur le terrain. Ça s'est un peu calmé. Et du coup, là sont entrés en jeu les torticolis. J'avais des torticolis tout le temps. Là, ça va un peu mieux depuis allez, 1 ou 2 ans, on va dire. J'en ai quand même régulièrement. Et il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvée avec un problème de genou. J'ai eu une entorse au genou D'accord. qui est survenue de façon bizarre. En fait, c'était mon compagnon de l'époque, à un moment, a voulu déplacer ma jambe de l'autre côté de sa jambe. Rien de violent, rien du tout, mais ça a fait crac au niveau du genou, mais vraiment très fort. Et suite à ça, je me suis retrouvée à devoir faire de la kiné. Enfin, j'ai vu tout le monde possible et imaginable. Ça ne s'est jamais vraiment remis. Et je n'ai plus pu danser. Juste Mmh. des petits sauts ou n'importe quoi, mais même piétiner sur place, ça fait mal. Régulièrement, il faut que je me tienne aux rampes d'escalier pour pouvoir les monter ou les descendre. Je ne peux pas courir. Ça fait 10 ans que je suis dans cet état-là, en fait. Je peux vraiment pas. Si je trottine sur, allez, on va dire 300 mètres pour prendre mon métro, quoi, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas vraiment faire plus. Ensuite, je boite pendant des jours. Donc, il y a ça au niveau du genou et ça a fini par toucher un peu, à mon avis, par compensation, le deuxième genou et à faire mal aussi dans la cuisse et un peu au niveau de la hanche et à développer régulièrement des sciatiques. D'accord. C'est ça. Problème veineux aussi que j'ai toujours eu. Je bleuis très rapidement. Euh, Ce qui m'a empêché d'ailleurs de faire ce dont j'aurais voulu faire. Enfin, je voulais faire des arts martiaux. J'ai fait un Oui, moment, j'ai voulu vraiment, j'ai tenu pendant 6 mois sur de l'aïkido. J'ai fini oui. par arrêter parce que j'étais bleue en permanence. Et je m'étais dit au départ que les bleus finiraient par s'arrêter, que le corps finirait par se renforcer, mais c'est pas vrai. Et j'en pouvais plus d'avoir mal tout le temps, enfin, dans le dos, de partout. Donc c'est ça, voilà, des problèmes veineux.
Des problèmes de dents également, assez fréquemment. Alors, et également un truc assez bizarre, c'est arrivé il y a environ 3 ans, suite à mon père est mort dans ces environs-là, son cancer s'était déplacé vers le cerveau. Il y a combien de temps, tu me dis? 3 ans? 3 ans, ouais, il y a 3 ans, 3 ans. d'accord. Je me suis retrouvée avec une inflammation du doigt, celui-là, l'index droit, Oui. qui a commencé par être inflammé au bout, et puis ça a fini par prendre tout le doigt en quelques mois, avec des vésicules à l'intérieur et du pus qui pouvait en sortir. Et ça, je suis allée voir là aussi tous les médecins du monde, mais 5-6 médecins, rien n'y a fait. Ça continuait à prendre de plus en plus de place. Et finalement, c'est une magnétiseuse qui a réussi à mettre fin à la chose, mais ça revient régulièrement. Donc dans ces cas-là, je reprends rendez-vous avec elle, mais c'est quand Et même très bizarre. et à quoi, est-ce que ça a été relié à quelque chose, justement, quand tu vas avoir cette magnétiseuse? Moi, je l'ai relié à mon père, mais parce que c'est arrivé en même temps Mmh. que son Bien sûr. déplacement vers le cerveau. Et c'est Mmh. vrai que quand ça s'est déplacé vers le cerveau, il est devenu, c'est venu toucher la zone du cortex préfrontal qui permet l'inhibition. Oui. Donc, il avait des discours. C'est le seul entretien téléphonique que j'ai eu avec mon père de toute ma vie, où il m'a appelé en m'expliquant qu'il fallait que je rentre à la maison, qu'il allait me marier avec le voisin, que Mmh. ma vie c'était du n'importe quoi. Enfin, c'était Oui. délirait quoi. Mais il y avait quelque chose qui révélait un délire profond chez lui ou une pensée profonde, je ne sais pas. Mmh. C'était spécial. Très bien. Et ton papa, par la suite, est-ce que tu l'as Il est, il ressenti? est- il est décédé quelques semaines plus tard. Je ne l'ai pas revu. D'ailleurs, D'accord. je ne voulais plus le voir. Mmh. Euh, Parce que mon père a toujours été quelqu'un d'absent, avec qui je n'ai jamais pu parler de rien, qui s'est jamais intéressé à aucun de ses enfants d'ailleurs, mais qui n'était pas en mesure en fait. Il n'avait pas Mmh. la capacité, je ne sais pas, empathique, sociale, de pouvoir vraiment créer un lien. Et, cette espèce de truc qui s'est passé à la fin, c'était quand même bien spécial. Une espèce de regain d'autoritarisme comme ça, qui à la limite m'a libérée, je crois. Parce que j'ai vraiment pu à un moment lui dire, bah, écoute, tu sais quoi papa, on va dire que tu ne me dis pas ce que j'ai à faire, tu me fous la paix, et puis si tu continues comme ça, je coupe tout lien, c'est simple. Alors que je n'ai, moi, jamais osé poser les limites vraiment clairement dans ma vie, avec ma famille. Et à ce moment-là, tu as senti comme une libération de pouvoir justement poser ces Ouais, limites? ouais, Mmh. complètement. Ouais, 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 ouais. Oui, en général, il faut que ça pousse assez loin Mmh. pour que j'arrive à mettre juste des garde-fous, des barrières, quoi. D'accord. Donc ça, voilà, ça c'est au niveau physique, avec une boulimie que j'ai, enfin une boulimie, je ne me fais pas vomir, mais en tout cas, je me remplis. C'est la seule drogue que j'ai, je n'ai jamais pris de médicaments, jamais Oui. fumé, jamais bu, rien. Mais par contre, au niveau j'ai très tôt, vers les 13 ans, commencé à avoir de l'hyperphagie et à manger, 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 pour me remplir. Ce qui a toujours de toute façon créé un sentiment aussi de honte, Mmh. d'impuissance, de non-capacité de maîtrise, bon, c'est compliqué quand même, ce genre de situation, mais c'était ce qui me calmait. Ça a toujours été ma boussole de régulation, on va dire, de mes humeurs, en fait. La boulimie. Et il y a des moments spécifiques où ça intervient, par exemple comme des phases émotionnelles ou des horaires, par exemple comme le soir ou Le dans la soir, journée? alors, Mmh. très souvent le soir, c'est particulièrement le soir. Mmh. Ça peut être toute émotion. Ça peut être aussi bien la tristesse que le sentiment de vide, que même un sentiment d'euphorie. En fait, tout ce qui peut être émotionnellement un peu intense va amener l'envie de se remplir. Mmh. Surtout le soir, et en particulier, c'était systématique quand de temps à autre, je repartais chez mes parents pour un week-end, ce qui arrivait assez rarement, parce que je me sentais très très mal chez eux, donc je limitais au minimum. Mais là-bas, c'était l'orgie, quoi. Parce que je me sentais tellement mal et vide qu'il fallait se remplir, mais du matin au soir. En me cachant toujours, parce que ça, c'est le genre de choses qu'on ne Bien sûr. fait pas devant tout le monde, quoi. Mmh. Ouais, c'était ça. Ensuite, alors j'ai toujours la sensation que j'étais dans un monde qui ne me ressemblait pas du tout. Je ne ressemblais pas du tout au monde. Bon,
Je suis arrivée, moi, dans l'enfance par césarienne. Mmh. Donc, je n'ai pas pu être alimentée par ma mère au sein, parce qu'à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Quand on était. Enfin, il n'y a pas de montée de lait, en fait, hein, quand on arrive par Oui. césarienne. J'ai vomi systématiquement le lait maternisé qu'on me donnait. Donc, je ne grandissais pas. Et pendant plusieurs mois, en fait, voilà, c'était à l'état mort. Alors, ça a amené des troubles de la croissance où j'avais systématiquement l'air d'avoir 2 ans de moins que mon âge. Je pense que ça vient principalement de là, hein, du fait que je n'ai pas pu croître au départ. Mmh. Ensuite, donc, dans la sphère familiale, alors très compliqué parce que j'ai une maman qui était quand même frustrée et en même temps autoritaire et en même temps toujours en train de hurler, culpabilisante, tendance narcissique. Mmh. Alors, jamais un compliment, jamais capable de vraiment se pencher sur l'autre. Moi, je ne me souviens pas d'un compliment. Hein. C'est pas de chance. Elle a eu la seule fille sur Terre, a priori, qui n'a pas une qualité. Bon. Mmh. Un père absent et puis un frère qui a développé un espèce d'autisme. Il prenait toute l'attention de la famille pendant 10 ans de temps. Et une sœur, elle, par contre, qui n'a aucun problème à se faire respecter. Hein. C'est un bulldog, vraiment. Mmh. Donc moi, en fait, j'avais aucune place dans cette famille. Ouais, complètement. Quand je me permets de te couper. Quand tu dis que ce monde, en fait, te ressemblait pas, c'est ça, hein, ou Ouais, tu ne voyais pas, on parle sur un spectre émotionnel? ouais. Et de valeurs et de pensée. Les valeurs de ma famille, ils sont agriculteurs, donc c'est jardiner, c'est manger, c'est cuisiner, c'est la construction de matériel, c'est avoir un tracteur, une maison, Mmh. une nouvelle voiture, une piscine, ce genre de choses. Et moi, j'ai jamais rien construit à un niveau matériel. Déjà, en tant que tel, ça m'intéresse pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis particulièrement incapable de le faire. Hein. C'est Donc tu es plus, c'est vrai, dans cette famille, comme tu le dis, on est sur des valeurs matérielles, alors toi, tu es sur des valeurs du cœur et émotionnelles. émotionnel et à la limite, aller intellectuel, s'intéresser à ce qui va être Mmh. politique, les théories, les choses. Toutes les valeurs que j'ai ou les choses auxquelles je m'intéressais étaient soit inutiles de leur point de vue, n'avaient pas de valeur, artistique aussi, bon, ça n'a Mmh. pas de valeur, ou bien alors étaient dévalorisantes, comme s'intéresser très tôt à l'ésotérisme. Ça, c'est dévalorisant. C'est Mmh. du n'importe quoi. Oui, et cette sensation dans cette famille-là, est-ce que tu l'as hors dehors aussi? C'est le Ouais, fait que je ça ne l'ai te convient pas? quasiment partout. D'accord. J'ai réitéré ça partout. Alors au collège, je me suis fait mettre au banc, exclue, moquée, harcelée. Déjà parce que je suis arrivée, j'étais plus jeune que les autres. Ensuite, j'avais l'air encore plus jeune que l'âge que j'avais. Donc en fait, la différence entre le cognitif chez moi et le psycho-affectif était vraiment grande. D'accord. Donc eux étaient adolescents, moi pas encore. Donc j'ai vraiment été Mmh. complètement mise au banc et harcelée de telle façon que je me sentais honteuse en permanence. Et vu que ma sœur est arrivée 2 ans après moi, et qu'elle, par contre, elle s'insérait extrêmement facilement dans toute la sphère sociale, et moi pas, j'avais peur qu'elle aille dire ça à mes parents. Donc, en fait, il Mmh. fallait que je me cache en plus et que je ne Ouais. montre pas que j'étais en souffrance. Donc, je passais toutes mes récréations dans les toilettes. J'allais me planquer dans les toilettes. Et ça, c'est resté pendant quasiment une grosse partie de ma vie, quand je me sens en groupe, pas accueillie. Et puis, il n'y a pas besoin que les autres ne m'accueillent pas. Hein. Il suffit que moi, Mmh. je me sente pas accueillie. Donc, ça veut dire D'accord. quasiment tout le temps. Ouais. Oui. Pour que je me sente tellement mal avec un espèce de sol qui se dérobe sous mes pieds. Hein, j'ai un sentiment de déréalisation à ces moments-là et il faut que je me cache. Et la première chose que je fais, c'est chercher les toilettes. Et je peux y rester 1 heure dans les toilettes. Je me planque dans un petit coin, quoi. Ouais. Et j'ai revécu ça dans l'école. J'ai fait une école de commerce. Alors autant dire que ça ne tablait pas sur mes valeurs. Là encore, je ne savais pas ce que je faisais là. Et ça s'est répété, du coup, à peu près tout au long de ma vie. Parce que quand tu vas, alors la sensation que tu as quand tu vas te réfugier dans les toilettes, donc les toilettes, on conçoit que c'est un espace qui est restreint. Est-ce que tu as à ce moment-là, comme cette sensation de reprendre le pouvoir sur ton espace autour de toi? Je me sens en sécurité, c'est ça. C'est une D'accord. question de sécurité, d'être protégée du regard des autres, Mmh. tout comme j'ai souvent, du coup, tout le temps vécu dans des petits espaces.
Alors, je préférais avoir un peu plus grand, mais en tant que tel, un petit espace me protège plus qu'un grand. Et la tendance que j'ai, c'est à ne jamais ouvrir les volets, à fermer tout. J'ai besoin d'être protégée du regard des autres, en fait. Donc, d'être dans un truc complètement fermé, cloîtré, une grotte. J'ai besoin d'une grotte. D'accord. Très bien. Et alors comment, voilà, j'ai envie de me répondre, hein, mais comment ça se manifeste dans ta vie, personnelle? C'est-à-dire dans tes relations personnelles? Est-ce qu'il y a le même réflexe, finalement, quand il y a une désentente ou quelque chose qui ne te plaît pas, de toujours te reclure? Oui, oui, oui. Quand je supporte très, très mal le conflit. Quand il y a quelque chose d'un peu, ouais, enfin, dès qu'il y a du conflit ou que je ne me sens pas entendue, pas comprise, ouais, il y a une réclusion. Je m'isole. Je ne suis pas capable de défendre mon point de vue. Enfin, à partir du moment où je me sens touchée. Hein. Si je ne me sens pas touchée, ce n'est pas un problème. Mais dès que je touche un truc un peu traumatique, très rapidement, je vais dans un état à peu près dissocié. Ouais, c'est ça, c'est un état dissociatif. Je me retrouve figée. Je peux rapidement me sentir figée, mais figée complètement physiquement. Enfin, j'ai quand même vécu un truc qui était de l'ordre du viol. Oui. Voilà. Parce que certains fonctionnements me mettent dans cet état de figement où moi, j'ai plus la main. Hein. Je n'ai plus la capacité de pouvoir m'enfuir. Je suis à la merci de tout et de n'importe quoi dans ces cas-là. Ça passe en mode j'ai plus la main. Je ne suis pas capable non plus de mettre des limites. Je vais dire oui à peu près à tout. Je ne vois pas en quoi est-ce que j'ai la légitimité de ne pas acquiescer aux desiderata des autres. C'en est là. Hein. Il y a ça. Et puis il y a également, alors j'ai un problème avec la parole. À savoir que moi, si je dis quelque chose ou si je propose quelque chose, encore pire si je le promets, je me sens complètement liée, mais ad vitam aeternam, à ce que j'ai pu dire. Je me suis quand même mariée sous ce principe-là, à savoir que j'ai proposé à un moment, j'avais 22 ans, hein, à celui avec lequel je sortais, qui était pakistanais, on était en Angleterre, enfin lui c'était très problématique pour lui. Je lui ai proposé qu'on se marie. Oui. 2 jours après, j'ai senti quand même que je l'ai fait juste parce que j'ai toujours une tendance à jouer au sauveur. Je lui ai dit que voilà, ça ne me convenait pas en fait. Et je l'ai vu se désagréger sur place, hein, pas être bien, et ensuite me reprocher de lui avoir du coup proposé ça. Et je me suis sentie tenue du coup de le faire. Mais ça a été Oui. 5 ans horribles. Hein. C'était 5 ans d'horreur où je l'ai porté à bout de bras pendant 5 ans avant de partir. Donc en fait, c'est le niveau d'obligation qu'une parole amène chez moi, quoi. Alors même que l'autre ne va pas tenir ses promesses, va avoir complètement, on peut mentir et tout le reste, moi je vais quand même me sentir tenue par la proposition ou la parole que j'ai donnée. Donc et je me sens toujours tenue par des contrats. Donc j'ai peur des contrats. J'ai jamais voulu rentrer dans un CDI parce que pour moi un contrat ça oblige. Je vois toujours des contrats invisibles partout, moi, alors même que l'autre ne va pas se sentir tenu par un contrat. Donc tout va finalement, en fait, m'emprisonner, me piéger, me tenir. Ça crée des situations où c'est complètement déséquilibré entre moi et l'autre, où l'autre ne se sent pas tenu par les mêmes choses, parce que c'est moi, hein, je veux dire, c'est pas écrit sur papier, c'est moi qui me sens obligée à ça. En fait, c'est ça, je me sens en permanence piégée, emprisonnée, tenue. C'est quand même compliqué. Donc, dans la situation actuelle, je revis les mêmes trucs avec tout le Corona Circus là, depuis un bout. C'est avec la potentielle société de surveillance qui nous attend et le rejet de tous ceux qui ne rentrent pas dans un cadre. Il y a ça qui revient en force, à savoir le rejet, le fait d'être différente, la potentielle surveillance qui, moi, me fait vraiment flipper. Dès le départ, dès les premières semaines, j'ai eu peur de camps d'internement, alors qu'on n'en parlait pas encore du tout à ce moment-là. Hein. Il y a toujours ces peurs derrière qui sont de l'ordre de l'emprisonnement, ensuite de la torture, du sadisme, torture mentale, torture physique, et avec un monde à la Orwell, mais vraiment comme ce qui se passerait pour
je ne sais plus comment il s'appelle, le héros d'Orwell, avec vraiment une question de contrôle mental sur l'autre. Le pire scénario. Exactement ça. Et puis c'est arrivé dès les premières semaines de toute cette folie, quoi. J'ai une sensation de jamais avoir de contrôle sur ma vie, de ne pas avoir de pouvoir dessus. Ouais, c'est ça, une sensation de ne pas avoir de pouvoir. J'ai même pas de désir en fait. J'ai jamais eu de projet, de désir, d'envie particulière parce que toujours avec cette sensation que quand j'ai des désirs, ils vont se retourner contre moi. Je tombe systématiquement amoureuse de personnes qui sont franchement néfastes pour moi. Ou bien narcissiques, alors j'ai vraiment narcissiques, manipulateurs, et quand ils le sont pas, mon mari n'était pas comme ça, mais il était juste un poids pour moi. C'était la situation qui faisait qu'il était un poids pour moi. Et le dernier homme avec lequel j'ai vécu n'était pas comme ça non plus, mais il a fini par... Ça a fini par une espèce de trahison, mais invraisemblable, quoi. Et j'avais pas l'impression que ça venait de lui. C'était comme ça arrivait de nulle part. Ça vient me sabrer, en fait. Mais c'est vrai que de ton côté, on ressent, en fait, peu importe ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre personne, chez toi, il y a vraiment cette obligation toujours à arriver à terme de ce que tu dis, en fait. Et finalement, tu parlais de contrat, c'est très intéressant, comme si tu avais un contrat à achever, mais c'est vrai qu'à aucun moment tu te dis, il peut y avoir un avenant dans ce contrat ou quelque chose qui peut être modifié. Alors, je me le dis, mais en fait, c'est pas possible. C'est comme quand potentiellement, j'en ai des projets, des désirs ou n'importe quoi, mais il y a tout de suite un voile noir qui se place. Je suis comme dans une bulle noire, en fait. C'est comme une espèce de tunnel où à chaque fois qu'il y a une idée qui arrive, tout est noir autour, il n'y a aucune possibilité de mettre en place le truc. C'est toujours noir, quoi. Et donc, je suis dans un modèle de survie, grosso modo, avec aucune possibilité d'en sortir. Avec la sensation que la vie m'attend à chaque tournant. Et qu'il n'y a jamais eu d'opportunité. J'ai même pas de regret de quoi que ce soit, parce que j'ai jamais vu quelque opportunité que ce soit. Alors peut-être qu'elles étaient là et que je les ai pas vues, ou elles n'étaient pas là. Voilà, la sensation que j'ai, c'est d'être arrivée sur un truc où j'ai pas de mission, j'ai pas de rôle, j'ai pas de place, je suis venue avec personne, sensation de ne jamais avoir été soutenue à aucun moment. Quand je parlais avec des personnes, j'ai fait beaucoup de groupes, de paroles, ou de trucs de développement personnel. Très souvent, les gens expliquaient des problématiques dans leur enfance avec un de leurs parents, ou les deux, ou autres, mais ils expliquaient toujours qu'il y avait eu quelqu'un qui les avait vus, soutenus, qui les avait aimés, ou qui leur avait montré une attention particulière. Et à un moment, ça m'a fait flash dans la tête, et je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que moi, il n'y a eu personne. Pendant les 20 premières années de ma vie, il n'y a eu strictement aucune personne pour avoir prêté un peu plus d'attention à moi ou m'avoir dit tiens, écoute vraiment, tu sais, je t'apprécie. Rien, zéro. Mais pas une grand-mère, pas un oncle, pas un truc, pas un prof, rien. Et j'ai trouvé ça hallucinant, en fait. Aucun tuteur de résilience. Assez fou. Donc voilà, la sensation que j'ai toujours eue, c'est il n'y a pas de soutien. Je ne peux pas en trouver ni chez des hommes. Je me sens seule. Moi, dans un couple, je me sens seule. Juste tenue par des obligations et avec pas de soutien. C'est toujours toi qui portes la structure du couple à chaque fois? Ou en tout cas, alors, dans certains cas, je la portais complètement. Dans d'autres, je la portais pas complètement, mais c'était comme s'il n'y avait pas vraiment de lien, comme si on vivait l'un à côté de l'autre et qu'il n'y avait rien qui faisait couple. D'accord. Je ne demande jamais d'aide. Donc, en fait, quand j'en ai besoin, je laisse tomber le désir ou le projet qui nécessiterait cette aide. D'ailleurs, je peux faire avec quasiment rien, sincèrement. Je peux réduire ma vie à quasiment rien du tout. Je me sens toujours illégitime. Ouais, c'est ça. Quand je regarde, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que... Oui, avec un mental envahissant. J'ai un mental qui tourne en boucle, une hypersensibilité, et je vois surtout le négatif. C'est énervant, j'ai vraiment essayé de travailler contre ça, contre le fait de voir systématique. C'est le négatif qui reste et qui vient s'imprimer en moi. C'est vraiment ennuyant parce que je vois que tout le positif s'enlève de ma mémoire. Je le vois partir, j'arrive même plus à pouvoir le rattraper. Et le négatif m'emberlificote. C'est bon. Et j'ai essayé à plusieurs moments de mettre en place la loi d'attraction. Enfin, je me suis vraiment penchée sur ces choses-là. Et ce que je voyais advenir, c'est que je voyais des synchronicités arriver, des choses potentiellement sympathiques, des trucs assez bizarres.
Et juste après que ces choses-là arrivent, je me prêtais une saloperie. Quelque chose de sympathique et juste après quelque chose de vraiment négatif. Ou bien alors, ce qui était sympathique au départ et vraiment bizarre, impressionnant, se transformait en un piège. En fait, il n'y avait rien derrière ou quelque chose de négatif. Je l'ai vécu avec des relations amoureuses ou des choses, ou même juste des choses qui arrivent dans la rue. Je me sentais bien à un moment, quelque chose qui s'illumine, et puis juste après, quelque chose qui vient s'assombrir complètement et me faire mal partout, et comme une espèce de fonctionnement dépressif qui me tombe dessus. Donc toujours cette balance finalement, comme Ouais. tu le dis, hein, alors, tendance à finalement que les choses négatives, seules Oui, elles survivent en fait c'est ça. dans les situations, Ouais, et dès que quelque chose de positif est, quelque chose de négatif vient c'est ça. faire la balance en fait pour justement pour pas que tu n'en Ouais, profites ou que tu aies accès pleinement à. exactement. Ouais. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Ouais. Et du coup, jamais rien pu construire, quoi. Régulièrement des trahisons qui surviennent en fait souvent du fait que je n'arrive pas à mettre des limites, que je dise oui à tout. Donc je laisse les choses se faire. Les gens commençaient à empiéter, à faire des choses qui franchement sont pas acceptables. Et une fois que j'ai laissé les gens en arriver là, je n'ose plus leur dire ah, t'es allé trop loin. Donc la seule chose qui est possible à la fin, c'est de couper, c'est de casser. Mais ça casse tout du coup, ça casse tout ce qui avait pu être construit et je reviens à zéro. Voilà. Donc c'est vrai, on sent voilà cette perte de pouvoir, d'ailleurs tu l'as dit, hein, cette Ouais, perte de ouais. pouvoir, et c'est vrai que avoir son pouvoir, ça passe souvent par dire non. Et voilà, on est d'accord. Mmh. Et c'est très compliqué, pourtant ça fait très longtemps que j'y travaille. Hein. Mmh. Mais je... Bien, on va regarder justement aujourd'hui pourquoi. Alors c'est très intéressant, hein, comme tu nous livres ça, parce que finalement tu as une vision qui est très claire sur toi, hein, de ce qui se passe, hein, donc c'est très bien. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle, hein. Est-ce que Je tu as pense d'autres que, points? ouais, je pense que non, non, j'ai tout dit. Très bien. J'ai Mais en tout tout dit. cas, merci, c'est très clair en tout cas, hein, c'est vraiment très clair, c'est bien détaillé. Très bien. Merci, Véronique. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on je vais te demander de couper, ton micro, Oui. de t'installer confortablement. Ça veut dire qu'il faut que j'aille sur le lit, c'est ça? Enfin, Oui, voilà, prends ton temps, on est donc là, voilà. je vais couper le truc et puis je vais aussi enlever le casque et tout ça et je vous Ouais, entendrai du coup d'un peu il y plus. a Ok. aucun problème, OK? Alessia, tout est OK pour toi? Oui, c'est OK. Très bien, parfait. Tu as déjà quelques informations qui arrivent? Oui, oui. OK. Alors ce que je fais, Véronique, comme on t'entend plus, dès que tu es prête, tu lèves la main, donc installe-toi confortablement. Voilà, voilà, fais ta petite installation. Voilà, baisse un petit peu la caméra qu'on puisse te voir. Voilà, super. Voilà, très bien. OK, bien. Bah, du coup, tu es flouté, hein, ça te dérange pas pour la vidéo, on va rester comme ça? OK, très bien. Alors, je vais démarrer cette induction, donc Véronique, tu vas simplement suivre et te laisser, guider et porter par cette induction hypnotique. Alors, maintenant qu'on est confortablement installé, tu vas fermer les yeux et tu vas inspirer profondément par la bouche et expirer par la bouche tout aussi profondément et le refaire une deuxième fois. Pour débuter, tu vas sentir une agréable chaleur entrer par le bas de tes jambes. Cette chaleur va progresser en direction de tes cuisses. Cette chaleur a pour effet de te faire ressentir une incroyable détente dans tes muscles, dans ton corps. Partout cette chaleur passe et s'installe. En même temps, cette chaleur te procure cette sensation de bien-être, de joie, de détente. Elle va passer par ton bassin, maintenant dans ton ventre,
qui se détend dans ta poitrine. Tu peux sentir chaque muscle se relâcher et toujours cette sensation de lourdeur qui enfonce ton corps de plus en plus profondément. Tu sens tes bras s'alourdir, devenir lourds, se relaxer, s'enfoncer. Puis tes épaules se relâchent. Cette chaleur va maintenant rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever une à une toutes les tensions que tu as pu cumuler durant cette journée. Tu les sens s'affaiblir et même maintenant disparaître complètement. Toutes les tensions se sont envolées. Ton cou est complètement relaxé, relâché, détendu. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se détendent. Tu te sens tellement bien, relaxé. Tu peux sentir ton corps entièrement dans cette agréable chaleur et ce corps complètement détendu qui ne cesse de s'enfoncer de plus en plus. Tu te sens tellement bien. Tu vas inspirer une fois de plus profondément, puis expirer par la bouche, toujours profondément, une deuxième fois. Pendant que tu fais cet exercice, tu sens ton mental se relâcher et s'éteindre peu à peu. Toutes tes pensées s'envolent, tu peux les voir de loin. Tu es le spectateur. Tu vas te concentrer sur le son de ma voix. À chaque bruit que tu vas entendre, à chaque battement de cœur que tu vas ressentir et à chaque chiffre que tu entendras, tu continueras à te relaxer encore et encore. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu entendras, la seule chose que tu feras, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5, à partir de maintenant, tout ton corps est au point zéro. Il t'est impossible de bouger la moindre partie. Il est si lourd, immobile, figé. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Véronique. 1, 2, 3. Oui, j'y suis.
Décris-moi comment tu l'aperçois. Je vois Véronique telle qu'on la connaît sur le plan physique et elle est en pleine lutte, c'est-à-dire qu'elle marche dans une énorme rue, comme une énorme avenue, à contre-vent. Il y a un vent qui est très puissant et je la vois lutter pour avancer. C'est comme si elle devait se tenir presque au sol pour avancer, tellement c'est puissant et elle pourrait être emportée. Dans cette avenue, je vois d'énormes buildings où on n'en voit même pas le toit. Et le ciel est noir, on ne peut même pas vraiment voir le ciel. Et les buildings se perdent dans ce ciel. On dirait des nuages noirs de partout. Et à côté de ces buildings, je vois plein de rues. Elle peut regarder à gauche, à droite de temps en temps, mais au bout de ces rues, c'est noir, comme le ciel, comme si le ciel tombait dans ces rues. Très bien. Chaque destination, que ce soit au-dessus d'elle, autour d'elle, est noire. Tout est noir. Il n'y a Très pas un chemin qu'elle puisse emprunter qui ait de la couleur. Même devant elle, cette avenue très très longue, au bout, c'est noir. Et elle continue à marcher là parce que c'est là qu'elle peut voir le plus loin. C'est là qu'il y a une plus longue perspective. très bien. Alors, Alessia, je voudrais être sûr qu'on a bien affaire à Véronique. Regarde son ADN maintenant. ADN, Oui, c'est elle. c'est elle. Alors, comment est-ce qu'elle est habillée? De quelle sorte? Elle a des vêtements classiques, mais trop légers pour l'environnement. En fait, ce courant d'air est extrêmement froid. Et elle est habillée avec un simple pull et un simple jeans. Et ses chaussures sont trouées, comme usées par ce décor. Et elle a froid. Elle a froid. Elle lutte dans le froid. Très bien. Est-ce qu'elle cherche une direction? Est-ce qu'elle cherche à se rendre quelque part dans cette scène? Ou simplement elle marche en luttant contre ce vent? Elle avance dans cette grande avenue dans le but de trouver à un moment donné une rue qui sera plus accueillante. C'est pour ça, je la vois, elle avance, même si c'est très dur. C'est comme si elle marchait au ralenti tellement le vent est puissant. Et elle regarde tout le temps à gauche, à droite, des fois qu'une des rues serait plus accueillante que ce qu'elle a devant elle. Mais tant qu'elle ne trouve pas une rue plus accueillante avec une plus grande perspective, elle continue dans cette avenue parce que c'est la meilleure perspective qu'elle puisse avoir pour l'instant. C'est cette grande avenue. Très bien. Dis-moi, elle est seule dans cette création? Elle est toute seule, même dans les buildings, il n'y a aucune conscience. C'est comme si elle avançait dans une ville fantôme. Tu es le fantôme. Rien n'est accueillant ici. Qu'est-ce que tu peux ressentir, Alessia, dans cet espace? Toi, comment tu te sens? Je me sens seule Tu te sens seule? et en quête d'objectifs. Très Je bien, ne sais pas où je pourrais aller en fait quand je suis dans ce lieu. très bien. Prends la distance. Un, 2, 3. Et tu regardes ça. Oui, Une distance qui te permet de tout contrôler. Quelle émotion a Véronique? de la solitude. De la solitude. Une autre émotion à part la solitude? Je vois des larmes couler sur ses joues. Elle est triste. Elle est triste. Très bien. Alors, j'aimerais m'entretenir avec Véronique. Oui. Très bien. Pour cela, je vais te demander de te protéger, de fermer tes différents canaux afin d'être complètement hermétique. Et à 3, tu me laisses parler avec Véronique. 1, 2, 3. Véronique, Ah, oui,
Alors, est-ce que tu reconnais parmi nous des visages qui te sont familiers? Je vous ai déjà vu. Est-ce que tu peux ressentir ta partie physique, celle qui est incarnée? Non. Je ne sens déjà plus mon corps ici, il est écrasé par le vent. Contre quoi est-ce que tu luttes? Dis-moi. Je voudrais aller sur le bon chemin. Quel est le bon chemin pour toi? À quoi est-ce qu'il ressemble ce bon chemin? Pas grand-chose pour l'instant. Je regarde devant. Alors tu es perdu? Oui. Dans cette ville, je suis perdue. Pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Un chemin. Avant d'être ici, où étais-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que j'ai toujours été ici. Je crois que je marche depuis longtemps. Est-ce que d'autres te parlent? Je suis seule ici. Il n'y a jamais personne. J'appelle des gens dans les rues. Des fois, j'espère que quelqu'un vient, mais personne ne vient. Et des fois, tout ce que je me prends, c'est avec le vent des objets qui me percutent et me font mal. Mais il n'y a personne. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? J'ai l'impression que je vais m'envoler. Il n'y a plus rien dans mon corps. Il est de plus en plus faible. Je maigris beaucoup. Ce corps te semble léger ou lourd? Il est trop léger. Trop léger. J'ai l'impression que je vais m'envoler tout instant et je vais me perdre dans cette ville. Tu vas t'envoler. Oui, c'est écrasant sur ma poitrine. Alors Le dis-moi, vent est tellement fort des fois que je n'arrive plus à respirer. dis-moi Véronique, qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais sortir de cette ville et de cette rue. Je voudrais trouver un chemin qui a plus de sens que celui-ci. Tu sais, je peux, si tu le souhaites, t'aider à te montrer où est la sortie. Oui, Mais pour ça, je vais avoir besoin de toi, que tu acceptes de me prêter temporairement un peu de ton pouvoir. oui, je veux bien. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Un, 2, 3. Alicia, déconnecte-toi de Véronique maintenant. Tu es complètement déconnectée. Oui, c'est bon. C'est OK? Oui, c'est ok. Très bien. Alors, on peut voir Véronique dans cette condition qui est complètement perdue. Oui, en fait, je peux ressentir une grande oppression face à ce vent. Elle est vraiment dans une lutte même pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que ça lui écrase littéralement la poitrine et elle a du mal à retrouver son souffle en fait dans ce milieu. Et je la sens comme avoir un corps de plus en plus léger, comme en train de s'affaiblir dans ce milieu et une lutte pour ne pas lâcher prise dans ce milieu. Autant ce lieu la dérange et elle veut en sortir, autant elle ne sait pas à quoi d'autre s'accrocher si ce n'est à ce lieu, parce que elle a cette impression qu'elle va être emportée par le vent. Très bien.
Alors, je peux voir qu'elle a une très claire vision de sa condition. J'aimerais que tu me dises, Alicia, quelle partie fait appel à nous aujourd'hui? Les 2, Les 2. avec une plus grande partie sur le plan physique, mais c'est de l'ordre du 40 éthérique et 60 physique. La partie physique fait appel à nous parce qu'elle souhaite être dégagée de ses conditions émotionnelles, alors que la partie subliminale, elle est piégée dans cette scène. Cette scène, justement, Alicia, lui est-elle complètement imposée? Elle lui est imposée et il y a quelque chose d'elle qui est retourné contre elle. Ce sont ses émotions. Il y a comme quelque chose qui draine ses émotions et crée cet environnement en lui infligeant ses émotions, ses propres émotions. Alors, j'aimerais comprendre. Ces émotions sont utilisées contre elle. Comment ces émotions sortent d'elle? Comment elles sont extraites avant d'être retournées contre elle? Il y a comme un courant d'air, ce flux noir qu'on pouvait trouver comme le ciel. On voit ces émotions sortir, comme ce flux noir, récupéré dans le ciel et ensuite insufflé par ce vent. Donc en fait, je vois le corps émotionnel qui part en fumée noire, directement raccordé au ciel et arrive face à elle dans l'avenue comme du vent. Elle est comme persécutée par le vent. Le vent est cette image et ce vent, ce sont ses émotions. Et ces émotions la prennent en fait de plein fouet. Alors, quel est l'intérêt de ce système? De lui infliger ses propres émotions? Qu'est-ce que ça va générer chez elle? Il y a une grande perturbation dans ces corps énergétiques, dans les 3. Les émotions simplement servent à être utilisées contre elle. Et de là, ce décor la perturbe énormément, la fait perdre en énergie et je vois son corps mental qui s'active énormément et le corps sexuel qui est comme déconnecté d'elle. Le corps mental, tu me dis qu'il s'active. Pourquoi? Parce qu'il cherche une solution? Exactement. Comme le corps émotionnel est redistribué contre elle, le corps mental essaye de pallier à ce désordre. Et il tourne très vite avec beaucoup de désordre et il part dans tous les sens. Très bien. Qu'en est-il du corps sexuel? Il est comme retiré de ses corps subtils, comme s'il était à part et il est rempli de ces nuages noirs. Comme s'il appartenait au décor plus qu'à Véronique. Quelle est l'incidence à ce que ce corps soit fondu avec ces nuages? Quelle est l'incidence? Véronique, c'est comme si elle ne pouvait plus le ressentir et il n'irrigue plus bien tout le système sur le plan physique qui peut être relié au corps éthérique, c'est-à-dire perturbations, elle peut ressentir comme des perturbations hormonales, des problèmes gynécologiques, une perte de libido parce qu'elle n'a plus accès à ses énergies sexuelles. Il y a un dysfonctionnement total de ce côté-là. Ce corps qui est en quelque sorte investi, caché dans ces nuages, où elle part cette énergie sexuelle si elle n'y a plus accès? Elle est récoltée par autre chose. Elle est récoltée. Très bien. Alors j'aimerais qu'on regarde plus attentivement le corps de Véronique et sa structure notamment énergétique. Dis-moi tout ce que tu peux voir. Je t'écoute. Je vois du rouge sur son front, comme si elle s'était pris un coup. Ça lui crée des maux de tête et ça active le corps mental, cette douleur, comme un contrôle indirect. Les objets qu'elle nous parlait, qui la percutent de temps en temps, souvent la tapent au niveau du front. Hmm. Quelle est l'incidence dans
sa partie physique de ce contrôle mental, même indirect. Elle peut exploser. C'est comme si elle implosait de l'intérieur, du coup, elle explose à l'extérieur. À chaque fois qu'elle est frappée par ces objets, c'est des objets, je ne peux même pas les décrire parce qu'ils n'ont pas réellement de forme. Ça va créer comme un choc sur le plan physique et elle peut comme péter un plomb. Une colère qui sort d'un coup parce qu'elle a une douleur en fait à ce niveau-là. Et ce contrôle mental en fait c'est comme si Véronique se transformait en une autre personne pendant un instant. D'ailleurs, les personnes qui subissent ce moment-là ne la reconnaissent pas. Véronique qui est si gentille et qui a un côté léger, d'un coup se transforme en quelqu'un qui peut péter un plomb, des fois pour des raisons qui sont basiques, on va dire. Cette condition qu'elle peut avoir, également, c'est une condition qu'elle peut avoir simplement intérieurement et se retourner contre sa propre Contre ce personne. Exactement, parce que émane de là une émotion d'un coup de colère. Et cette colère est récupérée en nuage et ressoufflée en vent. En fait, Véronique subit toutes ces émotions. Toutes les émotions sont récoltées pour les retourner contre elle. Qu'elles soient positives ou négatives, c'est retourné contre elle. Très bien. Dans sa partie physique, ces émotions qui reviennent à elle, est-ce qu'elle est capable de les associer à elle-même ou simplement elle pense que ces émotions qui viennent de l'extérieur? Il y a des deux. Des fois, elle se rend compte que c'est quelque chose qui émane d'elle et qui est retourné contre elle, et des fois, elle a l'impression que c'est l'extérieur qui l'agresse. Parce qu'après tout, c'est dans ce décor qu'elle se trouve, un extérieur qui l'agresse. Très bien. Ensuite, je peux voir sur la gorge un point rouge comme une douleur. Et c'est comme si ce vent très froid la figeait au niveau de la gorge et lui apporte de la douleur et une difficulté à parler tellement le vent est fort, elle a le souffle coupé. Et quand on a le souffle coupé, on n'arrive pas à s'exprimer. C'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Elle D'accord. n'arrive pas à sortir ce qu'elle devrait sortir, Très bien. On lui empêche. de s'exprimer, oui. Très bien. Et au niveau de la poitrine, je vois sa cage thoracique qui est absolument comprimée. Je la vois, elle a du mal à respirer, tellement le vent la prend à ce niveau-là, et ça comprime vraiment toute cette partie-là. Sur le plan physique, ça va se traduire par un étouffement de la situation ou de l'endroit où elle se trouve. Et comme elle est en permanence dans ce milieu qui l'oppresse, elle se sent physiquement oppressée partout. Même chez elle, c'est oppressant. Tout lieu est oppressant, tout contact avec autre personne est oppressante. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux voir d'autre, Alessia? Des nuages dans son ventre et le bas du ventre, comme un vide. Et ça représente le décor qu'on peut voir. Il y a ce ciel noir, nuageux, brumeux, qui descend même dans les rues sur les côtés, et on le retrouve dans son ventre, avec cette sensation de vide, Alessia, approche-toi. Je veux que tu touches ce nuage et que tu me dises de quelle émotion il est chargé. de colère. Colère. D'où vient cette colère? Où est-ce qu'elle prend racine? Elle est reliée directement au corps émotionnel. Le corps émotionnel est composé principalement de colère. Et au plus la colère se retourne contre elle et au moins elle arrive à l'exprimer, avec cette gorge, on voit qui est comme nouée, au plus elle prend de l'ampleur. Je vois ce nuage qui prend de plus en plus de place au niveau du ventre et au niveau du corps émotionnel. C'est une colère qui grandit, qui est retournée contre elle et qui n'est jamais exprimée. Et ça crée un cercle vicieux. Regarde cette colère. Je veux que tu regardes sa naissance. À partir de quel point est-ce qu'elle naît? De quelle action? Qu'est-ce qui fait naître cette colère à l'origine, avant qu'elle soit exploitée?
l'endroit où elle est arrivée sur cette planète. Comme Explique. elle est en colère d'être née là où elle est née, et de cette manière. Elle ne, elle ne tolère pas en fait sa, sa naissance. À quel moment cette colère est née au moment de son incarnation? Est-ce avant l'incarnation ou dès qu'elle a goûté à cette incarnation? Du moment qu'elle a goûté à cette incarnation. À quel moment, Alicia? La naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Elle a ressenti un très grand sentiment très grande émotion de rejet. Et elle n'a pas accepté ce rejet, et ce rejet a émis chez elle une énorme colère. Elle est née dans un endroit où elle est rejetée et n'a jamais accepté cette émotion. J'aimerais savoir, cette incarnation qu'elle a sur Terre, ce rejet, est-ce qu'il y a eu une dissonance entre au moment où elle a décidé de s'incarner et peut-être vivre ce rejet? Est-ce qu'il y a une désynchronisation avec le fait où elle apparaît sur cette planète et que finalement, dès qu'elle goûte à ce rejet, elle ne veut plus continuer? C'est ça, en fait, cette émotion de rejet, c'est quelque chose qu'elle travaille depuis plusieurs vies, sur le plan terrestre, justement. Et une fois de plus, elle est venue pour travailler cela, mais c'est quelque chose qui est très ancré. Et comme un échec, elle n'arrive jamais à gérer cette émotion de rejet. Et c'est comme si au fil des vies qu'elle n'arrive pas à gérer, hem, la colère également grandit de plus en plus. Le rejet grandit et la colère de ne pas y arriver et que ça se renforce, grandit également. C'est quelque chose qu'elle est venue travailler volontairement, mais au moment de s'incarner, elle l'oublie complètement et elle n'arrive pas à surpasser ce rejet. Elle l'oublie. J'aimerais Ah j savoir, Alicia, cet oubli, est-ce qu'il est en lien avec ce système interférent ou ce lieu où on peut la voir, cette création? Oui, il y a quelque chose qui fait exprès de lui faire oublier. C'est-à-dire que autant elle a la volonté de se guérir d'une manière du rejet, autant on fait en sorte qu'elle, gaspille plusieurs vies à combattre quelque chose qu'elle ne comprend pas. Très bien. Elle combat un rejet qu'elle vient lutter, finalement elle vient lutter contre ce rejet et en réalité la capacité de le surpasser, mais quelque chose systématiquement lui fait oublier pourquoi elle est venue travailler, cette émotion. Et elle passe, des vies et des vies à, comme rater cette mission de finalement de gérer cette émotion. L'oubli. Tu m'as dit l'oubli et Véronique m'a dit également qu'elle avait oublié pourquoi elle se retrouvait dans ce lieu, pourquoi elle était au milieu de ces buildings. Elle a oublié même le but et où elle veut aller. Oui, c'est quelque chose qui veut qu'elle oublie. Effectivement, elle ne sait pas dire depuis quand elle est là. Très bien. J'aimerais remonter à qui, à quoi génère cet oubli. À 3, Alicia. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui génère cet oubli chez Véronique? Regarde, Un humanoïde. un humanoïde. Il a Qu'est-ce un qui génère? fort, oui, il est grand, il fait 2 mètres. Il a des cheveux blonds, mi-longs, une combinaison bleue avec, des yeux bleus et un visage assez, figé. Très bien. Dis-moi, tu ressens notre présence actuellement? Oui, il nous voit. Cet humanoïde qui contrôle entièrement cet espace où on peut voir Véronique? Oui, Très bien. J'aimerais que tu le figes sur cette scène.
1, 2, 3. Fiche-le maintenant. Oui. Très bien, il ne bouge plus. Alors, tu m'as dit ces nuages qui étaient dans son ventre. Est-ce que tu peux voir d'autres choses sur ses bras ou sur ses jambes? Elle a plusieurs coups sur le corps. Ce sont les objets qui l'ont percutée. Parce que de temps en temps, autant il y a beaucoup d'objets qui percutent le front, autant il y en a qui abîment son corps et en fait ont pour but de la déstabiliser encore plus. C'est-à-dire qu'on la voit comme s'accrocher, s'ancrer le plus possible pour tenir dans ce milieu. Et il y a des objets qui percutent à différents endroits, comme pour quand elle est par exemple percutée à la jambe, sa jambe part en arrière et elle perd un peu de cet ancrage pour tenir dans ce milieu. Donc le but est de la déstabiliser complètement. Donc je la vois avec plusieurs endroits où elle est blessée. Blessée. Que Véronique nous a dit en début de session qu'elle avait cette sensation, ce ressenti qu'on l'empêchait d'avancer. Oui, c'est complètement ça. On l'empêche d'avancer et en plus, c'est traître, c'est-à-dire qu'on l'empêche d'avancer dans un chemin qui ne lui convient pas du tout, mais auquel elle s'y accroche parce que c'est ce qu'elle a de mieux devant elle pour l'instant. Très bien. Tout ceci est fait pour lui générer des émotions assez basses qui sont directement récoltées dans ces nuages. Très bien. Parfait. Alors, tout ce système où on vient y récolter les énergies sexuelles, l'énergie vitale, comment elles sont utilisées par cet humanoïde? L'humanoïde se sert en premier des émotions pour retourner les émotions contre Véronique. Donc il a un contrôle sur ses émotions dans le but de perturber Véronique et de la garder dans ce milieu. Et il a un accès également sur son mental et il crée ce contrôle mental même subtil à travers ces objets qui la percutent et qui finalement activent le mental de Véronique dans le but de la maintenir dans ce milieu. Et de là, il récupère les énergies sexuelles uniquement pour créer des hybrides. Donc il utilise le système émotionnel et mental pour maintenir Véronique dans ce milieu, dans le but de récolter les énergies sexuelles pour créer des hybrides. Les hybrides. Hybrides, humanoïdes, avec un ADN humain? Exactement. Très bien. Dans quel but, Alessia? Dans quel but il fait ça? Il fait cela dans deux buts. Dans le but de créer des humanoïdes qui ont un système humain, donc des humanoïdes qui peuvent avoir accès aux émotions et au mental. D'ailleurs, c'est D'accord. pour ça qu'il joue avec le contrôle émotionnel et mental pour comprendre le fonctionnement de l'humain. À la fois, il utilise comme si chez Véronique c'était une faiblesse et en même temps, c'est une force qu'il veut pouvoir utiliser pour ses hybrides. Il veut vraiment en tirer le maximum de profit et en même temps, il veut créer des hybrides qu'il pourrait envoyer sur Terre, qui auraient à la fois une maîtrise du contrôle, du contrôle mental et en même temps un contrôle sur les émotions. Il voudrait créer des hybrides qui peuvent finalement venir sur Terre en ayant accès aux émotions et en sachant les couper, comme finalement un humanoïde qui n'a pas d'émotions. Très bien. Est-ce qu'il a réussi jusqu'à maintenant ou non? Regarde. Il a fait des tests, mais qui s'avouent être des échecs. Il n'a réussi à, il n'a pas encore réussi à créer des humains avec son ADN, donc sur Terre. C'est comme si dès le début la mission échoue. Il y a quelque chose d'incompatible. Et puis pour ce qui est des humanoïdes avec ce côté humain, ils n'arrivent pas, ces hybrides, à garder ces émotions, comme paraît une incompatibilité. Donc il a réussi à créer des humanoïdes, mais qui perdent ce côté émotionnel. Très bien. Alors, toutes ces informations, j'aimerais que Véronique les ait
qu'elle puisse constater et voir l'entière fabrication de sa condition actuelle. À 3, tu lui donnes ces informations. 1, 2, 3. Oui, elle les reçoit. Comment elle réagit à ça? Elle est en colère. C'est comme si la colère s'accroissait même dans son ventre et dans son corps émotionnel. Est-ce qu'elle reconnaît cet interférent ou non, elle en a l'oubli total? Elle a l'oubli total. Il a fait en sorte qu'elle oublie depuis combien de temps elle est ici, pourquoi elle est ici et qui il est. Très bien. Comme pour sa mission d'incarnation. Oui, elle a tout oublié. Tout oublié. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que Véronique vivait depuis plusieurs vies ce rejet qu'elle essayait de travailler. Oui. Alors, comme on le sait, ce système interférent est relié à Véronique qu'à une seule condition, c'est qu'à un moment précis, un moment clé, Véronique a donné son accord, que ce soit un accord direct ou indirect, qu'il ait été dissimulé, elle a ouvert la porte à ce système interférent, à cet humanoïde. Et ce que j'aimerais, Alessia, c'est qu'on remonte à ce moment dans cette vie où ce système s'est mis en place la première fois. J'ai bien dit, Alessia, la première fois. À 3. 1, 2, 3. On y va. Oui, on y est. Où sommes-nous, Alessia? Nous sommes en Amérique Quelle année? en 1940. 1940. Elle est homme, elle est femme? Elle est femme. Explique-moi. Elle a été envoyée. Donc elle n'a pas à ce moment-là choisi cette incarnation. Elle est envoyée par sa famille galactique pour apporter finalement une certaine sagesse sur la Terre à un moment donné crucial, à un moment donné où c'est une grande période de conflit et où il y a beaucoup de dualité. Et elle est comme expulsée vers la Terre contre son gré. Contre son gré. C'est à Oui. ce moment-là qu'elle vit ce rejet. Elle vit effectivement ce rejet à ce moment-là qui est vraiment une émotion qui est profondément ancrée pour elle. Très bien. Continue. Et donc elle naît dans une famille qui est aimante. Tout se passe globalement bien, mais elle est toujours malheureuse et jamais à sa place. Et arrive la guerre, elle a 16 ans à ce moment-là. Je la vois à l'âge de 16 ans. Et elle est vraiment dans cette incompréhension de pourquoi elle est là dans ce monde où tout le monde veut se faire la guerre, où tout le monde trouve ça normal de voir ses frères, ses pères partir au conflit et mourir pour rien. Elle ne comprend pas l'intérêt de tout ça et apparaît en elle une grande colère en fait. Quelque chose qui vraiment la touche énormément. Et le seul refuge qu'elle a, c'est de dormir. De dormir pour oublier cette condition physique avec tous ces malheurs, tous ces gens qui doivent partir et certains qui doivent mourir pour rien. Et la nuit, elle voyage beaucoup en fait. Elle est très proche de ces étoiles en fait, de tout ce monde invisible. Elle voyage énormément et elle s'évade en fait en dormant. Fais une pause, Et Alessia. Maintenant, fais une pause ici. J'ai besoin de quelques informations. Tu m'as dit sa famille, ses origines galactiques, l'envoie sur cette planète. Quel espoir ont-ils en elle?
quelle capacité a-t-elle au moment où elle est envoyée ici? Regarde. Qu'est-ce qu'on espère d'elle? Qu'elle apporte de l'amour Comment? en brillant là d'où elle vient, en Très bien. montrant que même dans une situation très compliquée avec beaucoup de haine, parce qu'il y a un énorme égrégore de peur, de colère, de haine par rapport à tout ce qui se passe, on lui demande d'apporter de l'amour malgré tout et de montrer on peut rester dans l'amour malgré que le monde global aille mal. On lui demande de donner de l'amour malgré ce rejet, de le surpasser, ou ce Oui. rejet n'était pas prévu? Ce rejet n'était pas prévu, c'est elle qui l'a vécu comme ça. Elle n'avait pas vraiment voulu cette mission Très bien. et elle s'est sentie rejetée par eux. Alicia, j'aimerais que tu regardes sa famille galactique, où est-ce qu'elle se situe? Si c'est dans cet univers ou dans un autre univers? Un, 2, 3. Je veux savoir d'où elle vient. C'est dans cet univers et il l'observe toujours à l'heure actuelle. C'est Elle bien. n'est Bon. pas rentrée depuis tant qu'elle n'a pas réussi à passer cette émotion et à faire ce qu'elle est venue faire de base, c'est-à-dire apporter de l'amour dans des moments compliqués. C'est comme s'il ne lui laissait pas revenir là. De quel endroit elle vient, Alicia? Regarde. Les Pléiades. Très bien. Les Pléiades. Alors, continue à cette époque, en 1940. J'aimerais savoir comment cet interférent pénètre son champ. En fait, elle fait beaucoup de rêves la nuit et la nuit est pour elle un moment très agréable. Elle reconnecte avec sa famille galactique sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle ne les voit pas sous leur forme, mais elle voit des consciences qui lui apportent de l'amour et qui l'encouragent. Il y a vraiment des émotions très positives. Et un jour, elle fait un rêve et se présente ce qui lui paraît être un visage familier. Et c'est cet humanoïde qui se présente à elle et en fait lui propose de retourner euh, là où, là où elle vient, de là où elle vient. Il lui Alicia, propose, cet humanoïde, est-ce qu'il vient également des Pléiades? Regarde. oui, mais il ne fait pas le même travail que Véronique. Il n'a pas les mêmes objectifs que Véronique. Très bien, continue. Elle est tronquée du coup, cet humanoïde, puisque il lui dit qu'il vient de là-bas et qu'il va la ramener là-bas. Et il lui propose pendant le rêve de lui prendre la main et il lui dit qu'il va la ramener aux Pléiades définitivement parce qu'il sent que pour elle, c'est normal d'y retourner. Et puis, c'est triste ce sentiment de rejet et il veut que pour elle, qu'elle soit heureuse. Et elle voit cette opportunité en fait de retourner chez elle. C'est ce qu'elle attend depuis en fait toujours. Et elle lui prend la main et il l'emmène. Il l'emmène dans cette ville, en fait, dans laquelle on la voit actuellement. Et depuis, elle y est restée et il lui a effacé la mémoire de ce rêve où il en est, de là où elle vient, de pourquoi elle est venue. Il lui a tout effacé pour la garder pour lui uniquement. Et à quel moment la décision est prise d'une incarnation sur Terre dans cette scène? Ou avant peut-être? Eh bien, elle va continuer sa vie telle qu'elle est là, avec beaucoup de tristesse et de colère en elle, avec ce sentiment de rejet qui est toujours là. Et au moment de se désincarner, elle a toujours ce besoin de retourner sur Terre, comme pour je sais que c'est là que je dois faire quelque chose, je dois accomplir quelque chose, je ne sais plus, puisqu'il lui a enlevé la mémoire, mais je sais juste
que je dois retourner là. Et elle se réincarne. Elle s'est réincarnée plusieurs fois sur Terre, mais elle oublie toujours pourquoi elle est venue et la colère augmente et ce sentiment d'échec augmente. Et à chaque fois, elle se désincarne avec cette amertume d'avoir raté et de devoir recommencer, mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle doit recommencer. Très bien. Alors, Alicia, je veux que tu me ramènes à ce moment où le contrat est validé par Véronique. Maintenant. Oui, on y est. Très bien. Est-ce que tu la vois? Oui, je la vois. J'aimerais que tu exiges que cet interférent se mette devant elle, à 3, qu'elle le voit bien. 1, 2, 3. Il est devant Véronique. Oui, il est là. Très bien. Par quel moyen est-ce qu'il lui enlève sa mémoire? Alicia. Du moment où il l'emmène dans la ville, il lui demande d'attendre un instant. Il revient avec sa famille. À ce moment-là, c'est comme s'il pompait directement le système émotionnel de Véronique et le retourne contre elle. Et du moment où ce système émotionnel est retourné contre elle et qu'il la perturbe énormément et qu'on voit le mental s'activer, il lui enlève la mémoire à ce moment-là. Du moment où elle est prise dans les bourrasques, il lui retire la mémoire. Qu'est-ce qui lui retire la mémoire? Le vent. Oui, c'est ça. Il lui souffle tout ce qu'elle devrait retenir. Très bien. Dans cette temporalité où nous sommes, avant d'être sur cette scène, elle a donc la mémoire de cet humanoïde. Oui. Très bien. Comment est-ce qu'elle réagit en le regardant, maintenant qu'elle a pleinement conscience de ce qui s'est passé? Et à 3, donne lui-même le reste des informations qui lui manquent. 1, 2, 3. Eh bien, curieusement, elle s'apaise. Elle s'apaise et se rappelle qu'il fait lui aussi son travail. Quel est son C'est travail? comme si elle ne lui en veut même pas et là, elle se rappelle qu'effectivement, lui aussi, il a comme une mission à accomplir. Ils viennent du même endroit, mais ils ne font pas la même chose. Sa mission est de lui enlever sa souveraineté. Une La mission miss La très lourde. mission de cet humanoïde est il a vraiment ce besoin de récolter les émotions et de créer des hybrides. Mais ça passe par enlever la souveraineté de Voilà. certaines consciences. Une mission qui est, pour certains, peu glorieuse, notamment pour Véronique. Oui. Alors, cette condition qu'elle vit, maintenant qu'elle a ces informations et qu'elle connaît le passé, le présent et le futur dans cette temporalité, est-ce qu'elle souhaiterait continuer dans cette condition ou elle aurait cette envie d'avancer vers une nouvelle condition qu'elle peut maintenant créer en récupérant son propre pouvoir de création? Oui, elle souhaiterait reprendre son chemin et elle me dit que chacun fasse ce qu'il a à faire sans perturber l'autre. Sans perturber l'autre. Eh bien, on peut commencer par faire disparaître ce contrat et tout autre contrat qui serait également lié à Véronique. À 3. Je compte à 3, Véronique. Tu viens faire disparaître ce contrat. 1, 2, 3. Contrat disparu. Oui, c'est fait. Entièrement, Alicia. Regarde. Oui, Très bien. entièrement. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cet humanoïde qui se tient devant elle maintenant? Elle désire qu'il parte de son côté. Très bien. Eh bien, elle va lui ouvrir un portail et qu'il aille dans une destination où il le souhaite, mais très loin de Véronique maintenant. 1, 2,
3, elle ouvre ce portail. Oui, Et s'il ne résiste pas, il est invité à prendre ce portail et partir. il y va. Très bien. Et on referme le portail derrière. Oui. Allez, si on quitte cette scène et on revient dans cette ville fantôme. 1, 2, 3. Oui, on y est. Est-ce que tu vois Véronique? Oui, je la vois. Très bien. Approche-toi et regarde ses fréquences. J'aimerais que tu me donnes ses fréquences. Elle a 12 000. 12 000. Très bien. On va lui faire monter ses fréquences. Elle va monter ses fréquences toute seule. Elle en est capable, elle a maintenant ce pouvoir. 1, 2, 3. Monte tes fréquences, Véronique. Oui, elle le fait. Très bien. On est à combien? À 50 000. C'est parfait. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé maintenant que ces conditions sont modifiées. Qu'est-ce qui a changé dans l'espace de Véronique, dans cette temporalité? Eh bien, on est toujours dans cette ville, qui est une ville fantôme. Par contre, elle peut voir le ciel. Il est bleu, il n'y a plus de vent. Il y a même du soleil et même certains animaux qui apparaissent, comme une lueur d'espoir de vie. Mais les bâtiments sont comme du béton et sont vides. Il n'y a pas beaucoup de vie comme elle, en fait, de conscience comme elle. Et c'est quand même un endroit qui reste triste, mais qui ne la touche plus. C'est-à-dire que ses émotions ne sont plus drainées. Et son corps mental s'est comme apaisé malgré tout. Alors, maintenant que cet humanoïde a disparu, j'aimerais savoir cette création qui reste. À qui est-ce qu'elle appartient maintenant? Qui maintient cette création? Regarde, Alicia. 1, 2, 3. Le sentiment de rejet. Le sentiment de rejet maintient cette création. Oui, c'est-à-dire que c'est une émotion qui est profondément ancrée et qui la fait se sentir seule. Et elle se retrouve dans cette ville seule, due au rejet. Très bien. Alors j'aimerais que Véronique reprenne le contrôle de cette création elle-même. Maintenant qu'elle a récupéré son pouvoir, pour elle, c'est quelque chose qui est très simple. On va essayer. À 3, Véronique récupère cette création. Elle est entièrement à elle. 1, 2, 3. Elle est connectée. Oui, Très bien. J'aimerais qu'elle nous montre comment elle peut modifier ce lieu. À 3, 1, 2, 3. Elle le modifie comme elle le souhaite. oui. Qu'est-ce qu'elle a changé? Elle met plus de verdure. C'est comme si elle faisait pousser des arbres à travers les buildings et que la végétation prend le dessus et laisse place à plus d'animaux encore qui peuvent maintenant venir près d'elle. Très bien. Regarde le rejet et dis-moi où est-ce qu'il se situe dans les différents corps de Véronique. Dans le corps émotionnel, mais il est aussi présent dans le corps sexuel. Très bien. D'autres parties sur son corps où il serait accroché. Au niveau de son chakra du plexus solaire. D'accord. Pour travailler, j'aimerais travailler directement avec Véronique. Oui, Tu me laisses avec elle à 3. Tu viens complètement verrouiller tous tes canaux, Alicia, et à 3, je parle avec Véronique. 1, 2, 3. Véronique, oui, quelle belle création. merci. Très bien. Mais ce n'est pas terminé. On va devoir continuer encore. Cette fois-ci à te délivrer de cette émotion qu'est le rejet, que tu puisses continuer ton incarnation librement. Ouais.
j'aimerais que tu regardes où se trouve ce rejet sur toi. Regarde, montre-le-moi, Il est dans mon cœur. dans ton cœur. Explique-moi comment il est né. Je veux t'entendre me l'expliquer. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont envoyé ici. Je ne voulais pas. Pourquoi est-ce Je que voulais- tu ne voulais pas? Parce que c'est dur ici. Je voulais pas. Tu ne voulais pas. Ils m'ont Mais si emmené une tu es, période difficile. Véronique, si tu as été choisie, c'est que tu as cette capacité. Il y a cet amour de leur part à vouloir que ce soit toi qui t'incarne. Oui, en fait, je sais qu'ils sont là depuis toujours, mais quand je leur demande de revenir, ils ne veulent pas. Ils refusent. Et tu pourras revenir après cette incarnation. Tu pourras même repartir et revenir encore et indéfiniment. Tu es immortel. Pourquoi freiner ces cycles alors qu'ils sont là pour élargir ta conscience? Pendant un instant, je les ai plus ressentis. Je me suis sentie seule. C'est toi qui as coupé. Ce n'est pas eux, c'est toi qui as coupé cette connexion. Dis-moi, Véronique, quand tu te connectes à eux, qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion? De l'amour. De l'amour. Combien vibre cet amour? À l'infini. Regarde, je veux le chiffre exact. Concentre-toi, donne-moi le chiffre de cet amour. 7 milliards. 7 milliards. Et maintenant, regarde ton émotion de rejet. À combien est-ce qu'elle vibre? Moins 10 000. Moins 10 000. Tu as le choix. Tu peux continuer à expérimenter le rejet, bloqué dans le refus, ou tu peux venir intégrer cet amour qui tend vers toi. Tu peux ouvrir les portes. Qu'est-ce que Oui, tu choisis? je choisis l'amour. Très bien. Alors, écoute-moi attentivement. Tu as, à mon 3, commencé par arracher cette pierre qui est le rejet, qui est complètement fondue dans ton plexus. À 3, tu l'arraches et tu le jettes à tes pieds. 1, 2, 3. Arrache-le maintenant. Il est puissamment ancré, il y a très longtemps qu'il a pris place en toi. Mais tu Oui, peux tout enlever. c'est fait. Il est à tes pieds. Oui, Quelle couleur est-ce qu'il est? guéri. Gris. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Je voudrais qu'il disparaisse. Soit, débarrasse-t'en maintenant. Débarrasse-toi de ça. Oui, Très bien. Et maintenant, je veux que tu laisses rentrer et remplacer ce trou par cet amour qui vibre. Tu m'as dit à 7 milliards. À 3, tu remplaces et tu remplis cet espace. 1, 2, 3. Laisse rentrer toutes ces hautes vibrations dans ton corps qui viennent complètement dans chaque partie de ton être, en est complètement recouvert.
Laisse ressentir entièrement dans tout ton corps. Laisse-le vibrer. Comment est-ce que tu te sens, Véronique? Très émue. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Déconnecte-toi, Alessia, maintenant de Véronique. Récupère tes propres énergies, tes propres émotions et remonte tes fréquences si tu en as besoin. Oui, c'est bon. Tout va bien? Oui, très bien. Parfait. J'aimerais que tu scannes entièrement le corps de Véronique. Dis-moi, qu'est-ce qui reste? Tout est très clair en fait. Elle est prise d'une lumière qui a plusieurs couleurs. Je ne peux pas décrire la couleur exacte. Et cette lumière remplit complètement son corps éthérique et ses différents corps énergétiques, et qui amène à un alignement parfait et comme une reconstruction et une guérison de tout ce qui a pu se produire dans les différentes vies suite à cette émotion en fait, qu'elle avait de rejet. Très bien. Je veux savoir si maintenant elle est capable elle-même de créer cet amour. Oui, elle est comme reliée par un fil lumineux jusqu'à cette famille et elle a la capacité de ressentir cet amour, comme de ne plus l'oublier et qu'il est Très là bien. tout le temps avec elle. Allez, j'aimerais que tu vérifies ce lien qu'il a relié à cette famille. J'aimerais que tu vérifies qu'il n'y a aucun lien interférent et qu'elle reste souveraine, même avec ce lien. 1, 2, 3, vérifie. Oui, c'est d'ailleurs un lien qu'elle peut ou accentuer ou atténuer si elle le désire. Il n'y a Très qu'elle qui bien. a le pouvoir dessus. Dedans, lui insuffler de l'amour qu'elle choisit de récolter est insufflé que ce qu'elle choisit de prendre et dès qu'elle voudra de l'amour, elle en recevra. Très bien. J'aimerais qu'elle m'entende et l'amour, c'est à elle et elle seule de le créer. Elle n'a plus besoin d'en récolter de nulle part. Elle est complètement souveraine et indépendante. Elle peut garder ce lien comme échange, mais simplement comme échange. Les énergies qui fluctuent en elle sont sa propre création. Elle crée elle-même. Elle ne récupère rien de ce qui vient de l'extérieur. Peu importe. Oui, elle dit qu'elle s'en rappellera. Très bien. Cet environnement autour d'elle, est-ce qu'il a changé, Alessia? Oui, les bâtiments ont disparu, comme la pierre qui représentait le rejet. Et ils font place à beaucoup de verdure et énormément d'animaux qui l'entourent, comme Parfait. la pureté en fait, qui l'entoure. Parfait. Son espace est totalement dégagé autour d'elle. Il n'y a rien de parasite. Rien. Parfait. Vérifie ces différents corps énergétiques. Je veux être sûr qu'il n'y ait pas de mémoire programmée transgénérationnelle. Vérifie. Non, tout se met en place et prend de plus en plus de place. Beaucoup d'amour qui prend place dans ces corps énergétiques. Parfait. Alors on va changer de ligne de temps. On va se déplacer sur une ligne de temps de 5 ans dans le futur. On va aller retrouver Véronique. 1, 2, 3, on y va. Oui, je la vois. Très bien. Dans quel lieu est-ce qu'elle t'accueille? Dans une grande pièce et il y a plein de personnes qui sont avec elle. Très bien. Une grande pièce. Elle n'a plus besoin de se cacher maintenant. Non, elle aime les grands espaces et le monde. Ça lui permet de d'épandre et d'expandre qui elle est exactement. Très bien. Dans cette temporalité, je veux que tu vérifies son corps énergétique, vérifie sa structure et tout ce qui l'entoure. Dis-moi s'il y a quelque chose de dissonant qui n'a pas sa place ici et qui ne lui appartient pas. Non, tout est très clair et très limpide. Parfait. Alors on laisse cet espace et on revient
1, 2, 3. Oui. Parfait. Alors, si la partie subliminale a un message à passer à sa partie physique ou un conseil, elle peut le faire maintenant. Elle lui dit qu'il est temps pour elle de se rappeler qui elle est et pourquoi elle est là et qu'elle n'a plus besoin de se cacher. On lui demande d'être simplement la personne qu'elle est censée être et de ne plus avoir honte de pourquoi elle est là et de qui elle est. Très bien. La On la remercie, on lui dit au revoir, on va la laisser se reposer maintenant. Oui. Maintenant, Alessia, on va faire le tour des points que nous a soumis en début de session Véronique, les points sur lesquels elle voulait être éclairée sur sa vie terrestre. Oui. Alors, elle nous a parlé, premièrement, de problèmes physiques. Elle nous a parlé, pendant 20 ans, avoir eu des problèmes ORL au niveau de toutes les voies. Est-ce qu'il y a une réponse énergétique à cela? On voit ce vent qui la frappait de plein fouet, finalement, au niveau de tout son corps. Et ça lui écrasait la poitrine. On voyait au niveau de la gorge une douleur, au niveau de la tête aussi. Et en fait, sur le plan physique, c'est comme si elle se prenait des courants d'air en permanence. Et ces courants d'air, en fait, créent des problèmes, finalement, des maux de gorge, problèmes du coup reliés aux oreilles, le nez. On voit que elle était frappée au niveau du front. C'est comme si ses sinus là, lui faisaient beaucoup de tort. Et même respiratoire, elle pouvait avoir des fois des oppressions ou des toux qui la gênent énormément. Également, elle nous a parlé d'avoir régulièrement des torticolis. Oui, c'est comme les courants d'air. Elle se prenait des courants d'air en permanence énergétiques. Et elle se prenait du coup comme des courants d'air sur le plan physique qui créent ces événements, par exemple des torticolis. Et aussi, elle passait son temps à regarder dans les rues à gauche et à droite et c'est comme si elle exposait son cou systématiquement, aux courants d'air à gauche et à droite et finalement, à force de chercher à gauche et à droite, elle se retrouve bloquée dans un seul côté. Elle nous a parlé aussi problème au genou qui est dû à une cause physique, mais qui pour elle était quelque chose qui n'était pas très grave dans le physique, mais par contre qui lui pose vraiment et qui lui a posé des problèmes pour marcher, pour la capacité à se mouvoir d'une manière fluide. On voit qu'elle y met toute son énergie pour garder ce cap dans cette grande avenue, finalement sans fin et il y avait quelque chose qui voulait toujours l'empêcher d'avancer pour lui créer comme un frein supplémentaire dans ce décor déjà qui la menait nulle part et on voit qu'à un moment donné, ses jambes s'amenuisent et puis elle se prend des coups. On voit ces objets qui la percutent et à un moment donné, ses jambes s'affaiblissent et lui donnent beaucoup de mal à avancer encore. Et sur le plan physique, ça se manifeste comme ça, du mal à avancer et des douleurs. Donc cet affaiblissement énergétique, finalement, relié à la cause physique, l'a fragilisé. Oui, complètement. Très bien. Elle nous parle également d'un problème veineux. Alors, en voulant pratiquer, elle nous a parlé des arts martiaux, finalement, elle a pensé que ce problème, voilà, de devenir bleu rapidement, s'estomperait. Et finalement, non, elle était obligée d'arrêter sa pratique, comme elle était obligée d'arrêter la pratique de la danse. C'est comme si à chaque fois, on l'empêchait d'aller vers des choses qui lui conviennent et qui lui font plaisir. Cette pratique qu'elle a choisie d'arts martiaux était comme une lutte. Elle était en lutte sur le plan finalement subliminal et elle recréait cette lutte dans le but d'apprendre à aller plus loin pour essayer d'avancer sur le plan physique avec les arts martiaux. Et en fait, on remarque, au moment où elle fait quelque chose qui peut la faire évoluer et
changer de fréquence, elle est directement stoppée, donc dans la danse ou dans les arts martiaux. Et en fait, on voit qu'au moment où elle fait quelque chose qui peut l'aider à aller mieux, on voit plus de projectiles lancés sur elle, qui arrivent par surprise dans cette tempête et qui touchent son corps subliminal. Et on la voit notamment là où elle est percutée par ces objets, en fait, apparaissent des bleus et différents mots sur le plan physique. Et dans le but uniquement de la faire arrêter ce qu'elle fait. Donc il y Et avait cette volonté de la maintenir toujours dans un état vibratoire bas. bah, exactement. Très bien. Elle nous parle aussi d'avoir eu une boulimie qui la suit au niveau alimentaire. Elle nous parle de ce besoin de se remplir à chaque fois, qui peut survenir notamment le soir. Oui, il y a 2 causes. Fabien, je ne t'entends plus. Oui, je t'écoute. On a 2 causes, dans ce cas-ci. On voit qu'elle se remplit par rapport à ce rejet qui crée un sentiment de solitude. Elle a besoin de se remplir pour, contrer ce rejet et ce vide qui est en elle. Le fait de ressentir cette émotion crée un vide en elle et elle veut le remplir de cette manière. Et puis ce décor qui l'affaiblissait et comme l'amaigrissait, c'est comme si elle voulait se remplir pour être plus lourde, plus massive, pour se tenir, dans ce décor face à ce vent. Ses émotions créent une tempête énorme et cette tempête énorme crée une perte de contrôle et pour garder le contrôle et cette stabilité dans ce décor, elle mange et comme elle mange, elle génère encore d'autres émotions et ça crée un cercle finalement, sans fin. Donc à la fois, elle se remplit pour contrer ce sentiment de rejet et en même temps pour prendre de la masse dans ce décor qui veut l'emporter. Très bien. Elle nous a expliqué également sur cette planète, dans cette incarnation, elle ne lui convenait pas. Elle se retrouve dans une famille qui a des tendances à être dans tout ce qui est physique, matériel et très terre à terre, alors qu'elle est, on peut voir, une artiste euh, qui est dans les choses qui sont très spirituelles, dans le cœur. Pourquoi elle se retrouve dans quelque chose qui est aussi dissonant pour elle? Elle se trouve dans une famille qui la rejette. Personne ne la comprend et dans cette famille, elle se sent seule. Et d'un côté, elle est venue gérer ce rejet, mais en même temps, c'est ce sentiment de rejet qui est accentué en plus dans ce décor qui retourne ses émotions contre elle, prend une telle proportion qu'on a vu la colère qui apparaissait en fait. Et donc cette famille, d'une manière, elle est choisie et en même temps, ça se retourne contre elle. Et ça accentue cette émotion, du coup, qu'elle n'arrive plus à gérer. Celle du rejet et tout ce qui en vient ensuite, la colère, la tristesse, l'incompréhension et tout ce qui peut venir par la suite. Cette famille, en fait, l'a fait énormément travailler sur elle. J'aimerais savoir clairement, est-ce que cette famille, c'est elle qui l'a choisie ou c'est son interférent? En partie. Il y a à moitié elle et à moitié l'interférent. Elle voulait choisir une famille, où elle connaît le rejet et l'interférent lui a choisi, l'a détourné, il a contrôlé son mental vers une famille finalement qui l'a rejetée encore plus que ce qu'elle aurait imaginé. Mais finalement, le résultat reste le même. Exactement, Très bien. Donc on peut considérer que ça n'a pas empiré sa condition. exactement. Très bien. Également, il nous a un détail, voir s'il y a quelque chose qui est relié. Naissance par césarienne et donc elle est privée du lait de sa maman et elle régurgite toute autre forme de lait qu'on lui donne et également pendant
à un moment, elle ne grandit pas. Elle est comme bloquée. Il n'y a pas de croissance chez elle. Cette naissance, en fait, montre le rejet qu'il y a eu. C'est-à-dire que sa maman ne la voulait pas vraiment et d'ailleurs a accouché d'une manière que c'est comme si elle ne voulait même pas accoucher de cet enfant. Donc cet enfant doit sortir d'une autre manière qui est la césarienne et elle ne reçoit pas le lait maternel parce que la maman ne veut pas de cet enfant. Elle rejette cet enfant. Donc cet enfant finalement, ne trouve pas sa place et ne trouve pas vraiment de maman, de réconfort et se sent seul. Et pour ce qui est des problèmes de croissance, elle a tellement, en tant qu'humaine, pas eu ce qu'il fallait, pour grandir qu'elle a eu ce problème de croissance qui, à son tour, fait que sa différence crée un rejet. Les autres enfants la rejettent parce qu'elle est différente. Très bien. Donc dans Tout cette est accentué, en fait. puis on peut comprendre que dans cette césarienne, finalement, on vient on vient la chercher, ce n'est pas elle qui vient. Exactement. Elle ne voulait pas revenir sur terre. Sa volonté est de rentrer chez elle, pas de venir ici. Mais d'un côté, elle sent cette obligation de je dois revenir ici pour régler quelque chose. Et il y a cette volonté de venir et en même temps, c'est venir pour repartir. Mais pour pouvoir repartir de manière efficace, il faut avoir envie réellement de venir ici. Et d'ailleurs, elle nous dit avoir, eu un décalage, même à l'école où pendant très longtemps, elle a toujours paru plus jeune que les autres. Donc ça lui a fait vivre un décalage par rapport aux autres. Elle a même vécu, du rejet par rapport à ça, à toujours être, plus jeune. Oui, comme elle veut venir ici sans vraiment venir, il y a comme, un frein chez elle et donc ça passe par la croissance. C'est comme si elle voulait retarder à la fois elle veut venir pour repartir et en même temps elle veut pas elle ne veut pas venir et donc elle retarde cette incarnation, mais cette incarnation se déroule quand même. Donc elle prend du retard sur le plan humain, terrestre, elle ne grandit pas assez vite et finalement cette contrariété de ne pas vouloir venir et finalement d'être en retard sur les autres crée un rejet. On ne veut pas de celle qui ne grandit pas comme les autres et qui est différente. On la rejette. Très bien. Et d'ailleurs, elle nous dit, même si elle ne vit pas parfois ce sentiment de rejet des autres, elle-même peut le ressentir Oui, parce qu'il est et même le le l'inventer, je pourrais dire, à une manière, et jusqu'à un point où elle va être à chaque fois obligée de se reclure dans un espace, on a parlé des toilettes, très petit, où elle va pouvoir, être en sécurité. oui, déjà ce besoin dans un petit espace, c'est parce qu'elle n'en peut plus d'être dans cette grande avenue qui, finalement, elle ne trouve pas de refuge. Donc elle a besoin d'un endroit plus calme. Donc elle aime bien ces coins où elle est seule et finalement sans courant d'air, sans énergie, on va dire, extérieure. Et puis, finalement, ce rejet, elle le ressent ici parce qu'en fait, ça vient d'une blessure profonde, d'une blessure, dans son essence. Elle a été rejetée par cette famille galactique et puis elle vit du rejet sur le plan physique, mais concrètement, elle vit un rejet d'abord qui vient d'ailleurs et elle le ressent en elle et elle traduira ça par elle s'invente ce rejet, mais en réalité, il est là. Il est juste enfui, de manière plus profonde, en fait. Très bien. Donc les différentes épreuves lui on peut comprendre qu'ils lui permettent à travailler ce rejet originel. Oui, c'est ça. Elle vit des épreuves, physiques. Si elle les surmonte, le but est de rassembler finalement ces petites victoires sur le plan physique pour affronter complètement, ce rejet profond qu'elle a en elle. Très bien. Également, elle nous a confié, c'est très difficile pour elle de même impossible de défendre son point de vue et si elle se sent agressée ou dans le conflit, littéralement, elle va se figer. Oui, elle ne voulait pas venir dans
ce moment de grande dualité lorsqu'elle a été rejetée par sa famille. Elle ne voulait pas vivre cette situation de conflit. Et donc pour elle, le conflit est vraiment synonyme de quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas vivre. Et d'ailleurs, elle ne veut toujours pas le vivre. Et lorsqu'elle est face à cela, malgré elle, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est bloquée, elle se fige. Également, ce point qui est intéressant sur les contrats. Véronique n'aime pas toutes sortes de contrats, que ce soit des contrats de travail ou tout autre contrat. Et pourtant, quand elle-même se pose un contrat, elle se sent dans l'obligation d'aller au bout de ce contrat. Quelque chose qui parfois ne lui correspond pas, mais elle va aller jusqu'au bout, quitte à s'en rendre malheureuse ou se sentir complètement décalée par rapport à ça. Véronique n'aime pas les contrats parce que, d'une manière, elle ne voulait pas cette sorte de contrat que de venir ici apporter quelque chose. Elle ne voulait pas venir, donc elle ne voulait comme pas signer ce contrat avec sa famille en venant sur terre. Et en même temps, elle a ce sens de je suis venue ici pour faire quelque chose. Donc elle-même se réincarne parce qu'il le faut. Donc ça se traduit sur le plan physique de lorsque je suis engagée, malgré moi, même malgré moi, je dois aller jusqu'au bout des choses. Je dois faire les choses jusqu'au bout. D'où ces sensations d'échec lorsqu'elle se désincarne, de ne pas avoir réussi ce elle était venue faire. Et elle n'aime pas les contrats parce qu'on lui a obligée à venir ici et on l'a comme demandé, obligée à faire quelque chose ici et elle n'aime pas cette sensation. Ça date simplement de sa blessure originelle de pourquoi elle est venue sur terre, globalement vivre ses incarnations et ce sens de je suis venue ici parce que je dois vivre quelque chose ici. Donc je dois terminer ma relation avec quelqu'un, je dois faire les choses jusqu'au bout. Très bien. Ensuite, elle nous a parlé d'avoir la sensation d'avoir aucun contrôle sur sa vie et également toutes les choses positives qui pourraient arriver, c'est comme si elles s'effaçaient pour ne laisser que les choses négatives. Et quand une chose positive lui arrive, elle survit tout de suite en contrebalancement, quelque chose de très négatif vient casser ça. Oui, c'est le système d'interférence qui faisait ça, ce décor, cette ville, ce contrôle qui était sur elle et effectivement la sensation de ne plus rien maîtriser et elle attendait juste les coups. C'est-à-dire qu'elle savait que certains objets allaient la percuter et c'est comme dans la vie. Elle sait qu'elle n'a pas le contrôle de sa vie, comme dans cette ville et puis elle attend finalement le prochain coup et puis, elle avancera de toute façon jusqu'au prochain coup. Elle vit dans sa vie physique comme dans sa vie éthérique. Également, elle nous dit avoir aucun désir particulier, aucun projet dans cette vie. Elle nous dit pouvoir se contenter de très peu. Oui, parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle est ici. Elle ne sait même pas pourquoi elle est dans la matière. Donc finalement, quel est l'intérêt d'un projet qui n'a pas de sens avec ce qu'elle est censée faire? Et ce qu'elle est censée faire, elle ne s'en rappelait même pas. Donc c'est très difficile pour elle de construire un but ou un objectif sur un objectif qu'elle ne connaît pas. Très bien. Ensuite, elle nous dit se sentir complètement illégitime. Oui, c'est ce rejet qui l'a fait se sentir comme ça. Ce rejet, au final, lui a mis en elle un sentiment une émotion de solitude. Et finalement, cette solitude fait que elle est seule et puis elle est toujours toute seule. Donc elle n'a pas droit à avoir de l'aide, elle n'a pas le droit à être entourée, elle n'a comme pas le droit et l'accès, au bonheur. Elle est malheureuse dans ce lieu et elle n'arrive pas à voir autre chose et de toute façon, c'est comme si elle était obligée de vivre dans ce lieu et dans ce lieu, elle n'a elle ne reçoit pas d'amour et elle est seule.
Donc, lorsqu'elle reçoit quelque chose de l'extérieur, eh bien, elle ne se sent pas légitime sur le plan physique. Et enfin, pour terminer, elle nous dit « je ne vis pas, je survis ». C'est le cas. Elle a ressenti exactement sa condition subliminale. Elle ne vivait pas une vie, elle survivait dans ce lieu comme elle survit dans cette vie, sans but précis. Parfait. Merci, Alicia. Eh bien, si tu te sens prête, on va rentrer maintenant. Oui, Pour commencer, je vais te demander de prendre une grande inspiration suivie d'une expiration. Maintenant que tu es prête à rentrer, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvras les yeux, tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. 1. Tu te déconnectes. Tu es totalement déconnecté de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Tu reprends pour seule référence tes propres énergies et tes propres émotions, Alicia. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi et tu peux également choisir une émotion la plus haute possible afin de continuer cette journée sereinement. Et tu te sens légère, incroyablement bien détendue, sereine, heureuse. Et d'un bien-être supérieur à ce début de séance. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, ton corps entièrement. Tu réajustes parfaitement ton corps, parfaitement aligné, parfaitement en place. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux et tu reviens parmi nous. Merci, Alessia. Véronique, tu peux remettre ton micro. Voilà, tranquillement, prends ton temps. Très bien. Alors, respire un petit peu et alors dis-nous, voilà, rapidement, hein, on va pas t'ennuyer très longtemps. Comment ça s'est passé pour toi ce voyage? Qu'est-ce que tu as pu ressentir? Ah, c'était impressionnant. Moi, c'est mon sentiment au quotidien, hein, d'être Oui, contre quelque chose qui n'a aucun sens, qui ne mène nulle part, qui est noir, et prendre des coups, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment le sentiment quotidien. J'avais l'impression de me retrouver chez moi, vraiment. tu étais chez toi. Alors voilà, il y a eu beaucoup d'informations, hein, qui sont passées, hein, beaucoup d'informations. C'est une très belle séance, très belle session en tout cas. Beaucoup d'informations, donc maintenant ce qu'il faut c'est intégrer. Donc tu laisses les choses, venir, hein, sans trop te poser de questions. Ce qu'on va faire, on va couper la vidéo et on va rester ensemble pour discuter rapidement, OK? En tout cas, merci Véronique, merci Alicia.